bon, comme vous avez certainement pu le voir, le mois de février était bien chargé. Mais en sortie qu'on a pu couvrir. Donc, au final, il n'y a pas non plus énormément de films dans ce rattrapage. Il y en a quand même quelques-uns. Il y en a aussi beaucoup que j'ai loupé parce que manque de temps. Mais on a quand même pas mal de choses. Donc, ne perdons pas plus de temps et passons en revue les quelques sorties que nous avons loupées durant ce mois de février 2025. Là, sur le papier, on a vraiment un bon petit concept bien sympathique de genre. Car sur le papier, cette œuvre assez attendue en France, suivant une forme de créature hommage direct à toute une série de figures emblématiques des slashers américains, en vue de dos pendant une épopée cinématographique haletante et intense, on a un bon concept et une bonne idée originale de genre à se mettre sous la dent. Chris Nash nous offre avec In a Violent Nature un vrai bon concept d'horreur efficace et radical qui marche vraiment bien durant une majorité de son temps, qui pêche un peu durant sa dernière moitié de métrage, mais qui sonne surtout comme poussif et excessif dans ses effets, notamment dans sa fin, clairement trop longue et surtout pas très intéressante d'un point de vue dramatique, mais parvenant tout de même à nous offrir un film gore efficace et clairement marquant qui reste en tête à la fin de la séance. Et puis surtout, le puissant et imposant Ray Barrett fonctionne extrêmement bien dans le rôle de cette figure monolithique terrifiante, l'acteur parvenant à amener beaucoup de charisme à une montagne de muscles et de peur qui fonctionne particulièrement bien à l'écran. C'est un thriller et un film d'horreur très efficace dans sa catégorie. Ce petit ourson, on va pas se mentir, on avait très hâte de le retrouver. Même si le long métrage n'était plus emmené par l'excellent Paul King, on avait tout de même envie de voir dans quelle direction le plus british des oursons du bout du monde allait se retrouver, le tout dans une aventure plus exotique et plus surprenante qu'à l'habitué pour un monde cinéma qui avait l'air amusant. Paddington au Pérou de Dougal Wilson risque tout de même de décevoir quelques amateurs du héros au poil court, car si le film reste divertissant et entraînant, il est également indéniable que le metteur en scène britannique ne parvient pas forcément à donner la même puissance, la même drôlerie, la même justesse que King à son univers, parvenant tout de même à amuser et divertir, mais manquant un peu le coche de cette subtile et délicate tendresse à l'anglaise, mélangée à un sens du rocambolesque emporté par l'inventivité du personnage qui se ressent moins ici. Mais encore une fois, indéniablement, le personnage est très bien emmené en VO par Ben Whishaw et en VF par Guillaume Gallienne, les deux acteurs donnant chacun à leur manière un délicat et divertissant flegme anglais à ce personnage qui fait un bien fou et amuse profondément le spectateur. C'est plus simple, mais c'est toujours aussi drôle et attachant. Bon là par contre, on change de registre parce qu'on aime les frites et les gros beaufs. Franchement, qui aurait pu imaginer il y a maintenant près de 15 ans que ce concept un peu à la con, on va pas se mentir, parviendra à pousser jusqu'à un épisode 5 sa franchise, car dans le genre en France, rares sont les idées qui arrivent à aller aussi loin dans le bête, mais à tenir aussi bien sur la longueur. Jean-Paul Rouve reprend la main d'Olivier Barou pour ce God Save the Tush, cinquième et donc poussif nouveau volet de la saga, qui sonne surtout comme une blague beaucoup trop longue et qui, contrairement aux 4 précédents volets, ne parvient pas à tenir une réelle dramaturgie de bout en bout, sans forcément que l'on s'attende à quelque chose de transcendant. Mais franchement, pour le coup, on sent que Rouve et son équipe n'ont pas cherché à aller plus loin qu'une base convaincante, sans amener de relief au personnage ou même à la base même de cette aventure. Après, encore une fois, les acteurs s'en sortent extrêmement bien, Rouve en tête secondé par Nanty, Stern et Lotin, toujours aussi amusant et divertissant, même si clairement une nouvelle fois, il va falloir qu'ils se renouvellent un peu plus pour ne pas sombrer dans le trop facile de leur personnage. On rigole, mais pas assez longtemps pour ressortir convaincu de la séance. Franchement, dans le même genre, pas forcément nécessaire de faire renaître cette saga. En tout cas, dans l'idée, cela semblait étonnant, après un troisième volet déjà un poil poussif, de faire revenir une nouvelle fois cette saga sur la célèbre productrice de télé amatrice de journaux intimes, surtout en sachant qu'aux États-Unis et en Angleterre, le film est directement sorti sur les plateformes de VOD. Mais c'est ainsi que se pose Bridget Jones folle de lui, un nouveau volet dirigé par Michael Morris, qui donne lieu à une aventure intéressante, sonnant plus comme un petit bonbon nostalgique pour les amateurs du personnage que comme une réelle réinvention de l'héroïne, et même si malgré tout cela fonctionne assez bien pour nous tenir en haleine du début à la fin, on a également la sensation une nouvelle fois que le personnage nous a déjà un peu tout raconté et qu'elle revient juste pour un dernier comeback un peu poussif. Et dans le genre, même si son jeu a toujours été atypique, Renée Zellweger est bizarre dans le rôle, l'actrice ne parvenant pas à tenir forcément bien la barre du métrage et ne parvenant pas non plus à donner tant que cela de relief à l'héroïne, même si elle est parfois amusante. C'est mignon, mais sans grand plus. Là, on est sur la parfaite démonstration du concept
qui intriguent. Que ce soit par leur forme, par leur fond, par ce qu'ils proposent d'intéressant et d'intrigant par rapport à leur concept, ou l'idée qu'ils se font du cinéma, donnant parfois lieu à des œuvres efficaces et justes, ou parfois à des envies qui devraient simplement rester comme telles et qui ne devraient pas devenir des longs métrages de cinéma. Sur le papier, The Gorge de Scott Derrickson est un peu dans cette idée, un concept qui semble original, avec une jolie référence à Lovecraft, mais après, passer cette bonne base et une mise en scène absolument folle et terriblement jouissive dans la deuxième partie du métrage, on sent que le metteur en scène pêche un peu dans sa narration et dans la construction de son récit, donnant lieu à un ensemble plutôt convaincant, mais qui n'a pas grand chose de plus malheureusement, pouvant donner la sensation au spectateur de rester un peu sur sa faim au bout du chemin. Reste qu'en tête d'affiche, les excellents Miles Teller et Anya Taylor-Joy forment un duo plus que convaincant, les deux acteurs amenant une vraie intensité à cette montée en puissance d'un concept alléchant sans forcément plus de surprises. Au fond, c'est une bonne idée, mais sans grand chose de plus. Jouer sur une émotion à fleur de peau est un sacré risque. Un risque dans le sens où l'auteur aux commandes du projet peut se risquer à donner lieu à un tout qui sonne comme un peu trop à fleur de peau, sans forcément assez de recul pour donner lieu à un ensemble cinématographique qui aille un peu plus loin que son concept et qui risque de ne sonner que comme un flot de sensibilité. Karine Tardieu fait de cet attachement un moment d'émotion qui évite beaucoup d'écueils, qui parvient à survoler pas mal de facilités du genre et qui fait surtout en sorte d'aller beaucoup plus loin que son efficace mais assez simple proposition de base, donnant lieu à une œuvre qui marche, qui touche, qui peine à pleinement convaincre dans son sous-texte féministe par instant un poil trop appuyé et pas du tout subtil, mais qui reste un joli moment de tendresse que la cinéaste emmène très bien du début à la fin de sa belle et touchante proposition. Et puis, de façon surprenante, Valeria Bruni Tedeschi emmène à la perfection le métrage, l'étonnante actrice parvenant à parfaitement construire une héroïne antipathique aux premiers abords, mais extrêmement touchante dans son évolution à l'écran. On sent que l'émotion est pleinement maîtrisée ici, et clairement ça fait du bien. Dans le genre, je dois avouer que cette comédie, elle pouvait avoir de quoi surprendre. Il est indéniable qu'au sein du cinéma français, on en compte peu des comédies qui parviennent à sonner comme neuves, ou en tout cas comme surprenantes par rapport à cette base qu'on a souvent et qui sonne comme convenu de comédie excessive dans ses clichés et dans la facilité autour du regard sur nos proches. Elsa Blaillot n'est pas non plus dans la surprise avec ou sans enfant. Mais on sent tout de même que l'auteur veut proposer un moment de délire assez jouissif et jubilatoire, qui ne tient malheureusement pas la route sur la durée, la cinéaste se perdant notamment dans un besoin de trop-plein qui ne trouve jamais réellement de but, ou de logique dramatique ou émotionnelle, le tout se terminant quasiment en eau de boudin, sans réelle compréhension du parcours des différents personnages, et sans réelle logique quant au message que l'on doit retenir à la fin. Reste que le casting est vraiment drôle et divertissant, emmené notamment par un Ryan Benzetti qui s'amuse bien comme il faut, et une Tiffen Davio qui est également très efficace, les deux ressortant clairement de cet ensemble tout de même assez impressionnant. C'est sympathique, mais sans grand plus, hein, soyons sincères. Bon, sur le papier, celui-là vraiment me plaisait beaucoup. Franchement, j'avais beaucoup aimé le précédent métrage de Judith Davis, celle-ci ayant un univers assez pop et clairement fun quant à ce qu'elle cherche à véhiculer dans l'esprit du spectateur, soit un message politique prenant la forme d'une comédie attachante mais avec des personnages loufoques. Malheureusement, son Bonjour l'asile sonne comme une œuvre maladroite, mais surtout comme une œuvre à texte et à message qui ne parvient pas à équilibrer cela au cœur d'un instant de dramaturgie qui sonnerait comme convaincant et comme amusant, mais qui résonne simplement ici comme une comédie poussive et excessive dans ses effets, qui abuse d'une certaine idée du cinéma politique et qui manque de clarté dans son envie de jouer avec nous et de nous faire réfléchir sur la société moderne. Et après, le casting s'en sort bien, mais sans plus. Judith Davis emmenant tout cela avec une certaine prestance, mais sans amener le relief attendu de la part d'une actrice qui aurait tout de même pu, malgré tout, dominer et emporter son sujet. C'est maladroit, et malheureusement sans réel but cinématographique. C'était un peu le gros outsider des derniers Oscars, celui-là. Venant de la scène indépendante américaine, avec son sujet assez surprenant mais tout de même très intense dans sa proposition, ce long métrage sonnait comme le genre d'œuvre engagée mais difficile à vendre sur notre territoire, pouvant donner lieu à un bon bout de cinéma imposant, marquant, dense et terriblement accrocheur sur le papier. Ramel Morse offre avec Nickel Boys un film à concept assez surprenant, car si dans son récit le long métrage semble clairement dans la même lignée que tout un pan très engagé du cinéma afro-américain, c'est bien sûr dans sa mise en scène en vue subjective que l'œuvre sonnait comme un pari de cinéma prenant et intense, donnant lieu à un film puissant,
très juste, par moments un poil trop convenu dans sa narration, assez expérimental aussi dans certains de ses effets, mais fonctionnant à la perfection dans son besoin de créer de l'émotion pour l'œil très juste que l'on nous offre sur ces deux héros. Héros magnifiquement campés par les excellents Ethan Harris et Brandon Wilson, les deux hommes campant à la perfection ces deux personnages que l'on voit tour à tour de façon subjective et directe, le temps d'un moment d'émotion que les deux acteurs portent à la perfection de bout en bout de métrage. Une œuvre dense, forte, pas toujours accessible, mais très intense. Bon, certains délires devraient clairement rester à ce stade. Parce que parfois, on a tendance à imaginer qu'au cinéma, on peut se permettre beaucoup de choses, allant simplement d'une bonne idée qui devient une œuvre réellement passionnante et prenante, ou simplement un vague concept qui devient entre les mains d'un auteur un délire un peu poussif et excessif. Clément Cotentin décide de donner une vie cinématographique à fucking Fred au travers de ce parcours sous la forme d'un faux documentaire qui sonne comme assez allumé et déjanté durant une majorité de son temps, mais qui sonne aussi comme un délire un peu poussif et excessif, amusant par certains aspects, mais terriblement lourd également dans son dénouement et dans son côté un peu trop sérieux, qui peut rappeler le travail de Baron Cohen et Charles, mais qui n'en a clairement pas la même portée et la même puissance dramatique et cinématographique. Et même s'il est amusant de le voir s'éclater, Jonathan Cohen commence clairement à un peu trop tirer sur la corde du personnage loufoque et poussif, donnant lieu à une interprétation drôle, mais sans vrai relief malheureusement. C'est, comme je l'évoquais au début, un délire, mais sans grand chose de plus malheureusement. Bon bah voilà, on aura encore vu pas mal de choses très différentes. Bravo à vous si vous êtes encore une fois arrivé à la fin de cette vidéo. Je pense que le mois de mars va être aussi bien chargé. À mon avis, on va bien se marrer aussi sur ces sorties qu'on va se taper. Parce qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup de choses et dans des genres très différents. Donc d'ici là, je vous dis au mois prochain. Et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.